Hello! Ravi de vous accueillir dans Échappée verte. Je suis Marc Albi, 20 ans, toutes mes dents, et j'ai stoppé mes études pour trouver ma voie entrepreneuriale. Donc chaque lundi jusqu'au 1er mars, je vous emmène dans l'univers d'un entrepreneur qui change le monde à sa manière, à son échelle et selon ses aspirations. Je vous partage les coulisses de cette personnalité, donc son parcours, ses leviers d'action et son harmonie personnelle. Finalement, le nécessaire pour vous inspirer à être entreprenant qui que vous soyez. Trêve de blabla, je vous laisse découvrir cet épisode en vous souhaitant une agréable écoute. Bonjour Samuel, bienvenue dans Échappée verte, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Ouais. C'est beaucoup de travail en ce moment. Bah oui, je m'en doute, je vois ça. Mais ça va. T'as un peu de temps à me partager. Ouais, un peu de temps à nous partager, parce qu'on partage ensemble. Exact, Tu partages cool. Le tien aussi, donc c'est clair. Ça fait du bien de faire une petite échappée. Elle sera verte ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ce serait une échappée. Est-ce que tu peux commencer par revenir sur ton parcours, coexister, convivientia, te présenter de la manière dont tu fais ? Pour me présenter, je pourrais parler du parcours, mais je pourrais aussi parler d'autres choses. C'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur ou activiste, parfois on se réduit un peu à ce qu'on fait et un peu moins à ce qu'on est. Ok. Donc moi je suis frère de 3 frères que j'aime énormément et qui sont ma première communauté de liens, d'affection et d'engagement, ça c'est clair. On est tous les 4 très engagés, très différemment. J'ai un frère juriste, un frère artiste et un 3e frère encore lycéen qui s'apprête à faire de l'ingénierie du son. Wow. Je suis pianiste. J'ai ramené la guitare, j'aurais dû ramener le piano. Ah ouais, il n'y a pas de piano ici, mais la musique c'est vraiment pour moi une respiration et une échappée. Une échappée à laquelle je crois énormément. Et puis c'est un moyen d'expression aussi de moi-même. Je suis vraiment moi-même quand je fais de la musique, je joue pas de rôle. Je joue du piano et pas un rôle. Donc ça c'est assez top. Je suis photographe aussi, j'adore prendre des photos et voyager, ça c'est vraiment important pour moi. Je suis un passionné de cartes, il se trouve que j'ai découvert assez tardivement que j'étais autiste Asperger, donc on a tout ce qu'on appelle les intérêts spécifiques qui sont propres à l'autisme, on a des passions très pointues sur des sujets très précis et très restreints. Et moi la première, la plus forte et la plus longue dans ma vie d'autiste, c'est les cartes. Je suis très fier de cette passion bizarre mais qui m'épanouit beaucoup, j'adore les cartes, j'ai une collection de cartes. Je prends beaucoup de plaisir à lire une carte, je peux rester 2 heures, 3 heures devant une carte à comprendre ce qu'elle veut dire, ce qu'elle décrit. Donc ça c'est assez cool. Et juste pour revenir sur la photo, est-ce que tu prends de l'argentique ou c'est plutôt numérique ? Je prends plutôt du numérique, j'ai un Canon 7D avec qui j'ai fait le tour du monde une fois. Ensuite j'ai vécu au Moyen-Orient pendant 1 an avec, j'ai pris Beyrouth sous tous les angles, j'ai habité à Beyrouth. Donc ça a été très important pour moi. Et puis je suis jeune d'une génération à la fois paumée et pleine d'espoir. Une génération qui cherche à comprendre ce qu'elle fout là, qui est perdue quand même entre la fin de l'histoire et le début d'une autre. Et ça, il n'y a pas beaucoup de générations qui sont nées juste après que d'autres prétendent avoir clôturé l'histoire. Ce qui est quand même ce qui s'est passé en 89 avec Fukuyama et ensuite le livre de Huntington. Donc on est en train de vivre une transformation d'époque qui est vraiment post-temporelle parce que le bouleversement est plus important que quand on se contentait de passer de l'Antiquité à l'époque médiévale, quoi. C'est beaucoup plus profond ce qui se passe. Donc paumé parce qu'on est entre 2 univers, quoi. C'est comme Interstellar, on est entre plusieurs dimensions, plein d'espoir parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à construire, qu'il y a plein de choses à faire. Et que moi, on arrive à ce qu'on fait, j'ai choisi de participer à créer ce lien-là, ce lien social, cette cohésion, dans des groupes sociaux où les religions et les convictions sont différentes. Okay. Et ça, c'est le choix que j'ai fait il y a quelques années. Ce qui m'habite le plus profondément, c'est la notion de pont, ça c'est clair. Mais dans ces ponts-là, j'ai choisi le pont interconvictionnel, à la fois parce que personne s'en charge et que c'est un pont très compliqué à gérer, mais aussi parce que il y a quelque chose de très passionnant dans les convictions spirituelles et religieuses, parce qu'elles sont vraiment puissantes. Elles ont une puissance destructrice autant que transformatrice. Et ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, j'ai cofondé Coexister en 2009, dont on est ici au siège. Et j'ai été
J'ai été à la tête de Coexister pendant 7 ans, avant de fonder ensuite une entreprise sociale qui appartient à Coexister, qui s'appelle Convivencia. J'en suis déjà à 6 ans de direction de Convivencia, ça va vite. C'est dingue. Et Coexister, ça reste une association ou du coup c'est devenu une entreprise sociale aussi? Une entreprise sociale en droit, ça n'existe pas. Ok. Donc on peut être une association en droit et une entreprise sociale en modèle. C'est plus un modèle, une entreprise sociale. Donc c'est le cas de Coexister. Et Convivencia est une entreprise sociale qui par ailleurs est une société. Ok. Donc ça, c'est la grosse différence entre les deux. Et puis j'enseigne à Sciences Po depuis 3 ans l'économie sociale. Je m'épanouis aussi beaucoup là-dedans, j'adore transmettre, j'adore la transmission de manière générale aussi, parce que j'ai toujours eu beaucoup de mentors, beaucoup de mentors. J'en ai pas un ou deux, j'en ai peut-être 20, 25, mais des vrais mentors, c'est-à-dire des gens que je vois 5-6 fois par an, à qui je prends conseil, que j'écoute, qui me tirent vers le haut, donc j'aime beaucoup cette dynamique du mentoring. Je la trouve très, très puissante, de la relation, la rencontre interpersonnelle, tu vois. Donc ça, c'était sur ce que je fais et qui termine cette présentation. C'était vraiment très global. Et je voulais revenir sur le début de Coexister parce que il me semble que tu l'as lancé à 16-17 ans. 16 ans, ouais. 16 ans. Et comment financièrement, même avec tes cofondateurs, comment vous avez démarré sans argent, sans rien? Sur nos financements individuels, chacun avait son modèle. Moi, c'est marrant, je t'ai parlé de la musique, mais en fait, ça a eu un rôle très important, la musique, pour moi. Parce que en fait, j'ai pu me mettre à temps plein sur Coexister parce que j'ai été prof de musique. D'accord. J'ai commencé à enseigner la musique à 15 ans. Ok. Et j'ai enseigné de 15 à 21. Et j'ai enseigné assez tôt. J'ai fait des trucs toujours un peu tôt quand même. Et en même temps, je faisais des cours de piano depuis que j'avais 3 ans. Donc à 15 ans, j'étais déjà à 12 ans de piano. Ah et, oui, donc j'ai enseigné dans mon quartier assez vite. Okay. Et c'est vrai que mes revenus de prof me permettaient de me consacrer facilement à ce que Coexister devenait. Avec les cofondateurs, on a levé de l'argent seulement au bout de 3 ans. Les 3 premières années, c'était de tout petits budgets. Je me souviens très bien des chiffres des budgets. C'était 900, 7000 et 20 000 les 3 premières années. Donc c'est quand même des petits budgets à rassembler pour une asso qui monte. Par contre, la 4e, on est passé à 200 000 d'un coup. Donc on a fait x10. Ah oui, et là, il s'est passé un autre bail, clairement, où on a pu embaucher. Et en fait, on a pris une stratégie un peu classique d'avoir un premier contrat sur qui on a mis le peu de pécule qu'on avait rassemblé. Et on a proposé à ce contrat d'aller lui ensuite lever de l'argent pour permettre à la structure de changer d'échelle. Il s'appelait Soufiane d'ailleurs. Okay, et voilà, et aujourd'hui, Coexister, dans les bureaux ici, ils sont juste là. Personne n'est là parce que c'est le Covid, mais ils sont 12 salariés. Ils et elles sont 12 salariés. C'est une équipe exceptionnelle et c'est vrai que c'est assez fou de travailler dans un cadre qu'on a contribué à lancer, dans les bureaux qui sont les nôtres, avec une équipe que j'ai vu grandir. C'est génial. Trop bien. Et concrètement, qu'est-ce que vous faites à travers Coexister, les actions que vous faites, avec qui vous travaillez? Alors, le modus operandi de Coexister, c'est l'éducation populaire, qui est un modus operandi qui est à la fois très connu par celles et ceux qui en ont été les bénéficiaires et très peu connu par les autres. C'est ça qui est très étonnant. C'est-à-dire que quand on a été dedans, on comprend tout de suite ce que c'est, mais quand on n'est pas dedans, ça paraît très obscur. L'Educ-Pop, c'est cette formidable aventure qui consiste à apprendre les uns avec les autres, les uns par les autres, en dehors de l'école. Donc ça, c'est vraiment la singularité de l'éducation populaire, qui est de favoriser cet apprentissage. Okay. L'apprentissage que Coexister propose, c'est d'apprendre à créer du lien social et à vivre dans notre diversité de convictions religieuses et spirituelles. Comment est-ce qu'on propose cet apprentissage? C'est des parcours qui durent tout simplement 1 an, qui sont à peu près de 40 soirées. Et ces parcours permettent d'explorer les différentes religions, les fêtes religieuses, les cultes, les débats théologiques à travers différents supports, le théâtre, le cinéma, la musique, tout au long de l'année. Et donc un coexistant, en moyenne, il va passer une année à découvrir cette diversité-là à travers une 40aine de soirées et une dizaine de week-ends. C'est ça qui fait qu'on a un mouvement d'éducation populaire. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 2000 coexistants en France, dans une 40aine de villes. Et c'est un parcours très intégré, très impliquant.
Super. Et les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut leur dire de faire une action toute simple qui serait dans le mouvement coexister dans leur Alors nous, quotidien? on n'a pas d'action toute simple à faire dans le mouvement coexister. Il faut rejoindre coexister ou pas rejoindre coexister. Ça c'est clair. On n'est vraiment pas. Il y a un débat sur les formes de bénévolat. On n'a pas du tout de bénévolat beurisé chez coexister de courte durée. On n'est que sur des bénévolats très impliquants qui demandent au moins 1 an d'engagement. Ça c'est clair, c'est notre particularité. C'est pour ça qu'on n'est que 2000. On pourrait être quand même plus sur ce sujet, ça c'est clair. Et qu'on n'est que dans 40 villes. Par contre, ce qu'on peut faire, déjà, vous pouvez rejoindre un groupe coexister près de chez vous ou en créer un. C'est à ça que servent les salariés, c'est d'accompagner ce développement-là et ce suivi. Ensuite, il y a une autre action toute simple. Pardon, qui peut être faite. Je sais pas si tu couperas les bâillements ou si ça fait partie de l'authenticité. Ça fait partie de l'authenticité. C'est parfait. Je pense qu'il y a des actions toutes simples qui sont possibles, c'est de lire la presse confessionnelle des autres confessions que la vôtre. Donc si vous êtes athée, vous pouvez lire n'importe quelle presse confessionnelle. Et si vous êtes juif, chrétien ou musulman, il suffit d'aller regarder Actu Juif, Tribune Juive, Ténoua, Salam News, Safir News, La Vie, La Croix. Je trouve que rentrer dans cette lecture-là, ça te permet de comprendre comment est-ce que on voit le monde, comment est-ce qu'on se raconte le monde à partir d'une communauté. Et on comprend à la fois les espérances et les désespoirs des différentes perspectives. De comprendre que c'est à la fois très important... On peut mettre pause ou pas ? Oui. Ouais, alors je suis désolé, je vais quand même prendre le téléphone. Okay. Désolé. Efficace, c'est pas cher, c'est l'échappée verte que je préfère, l'échappée. Génial. Et il me semble que, je ne sais pas si c'était quelqu'un de proche dans ta famille ou quoi, mais quelle est ta vision de l'amitié et de l'amour, que ce soit en relation de couple ou autre? Là, c'est ma compagne qui m'appelait. Okay. C'était elle qui m'appelait, effectivement. Ma vision de l'amitié et de l'amour, c'est une question très large, ça. Oui, très large. Je pense que c'est beaucoup plus central dans l'identité que ce qu'on peut imaginer. C'est un peu le trésor, quoi. On peut avoir beaucoup de richesses, mais on n'a qu'un trésor. Il y a une seule chose qui peut être protégée aux dépens du reste. Parfois, quand on accumule trop de choses, on doit en choisir qu'une. Savoir où est-ce qu'on place notre âme, quoi. Et nul ne peut servir de maître. Donc, est-ce que notre maître, c'est l'amour, ou est-ce que notre maître, c'est autre chose, l'argent, la gloire, le pouvoir, la réussite, l'impact. Et il y a vraiment un choix profond à faire, je crois, au cœur de chacun et chacune. Donc, moi, mon trésor, c'est mes frères, je l'ai évoqué au début, et puis ma compagne, mais parfois c'est du déclaratif. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut en être convaincu dans les mots et pas agir comme si c'était vraiment le cas. Complètement. Donc ça fait du bien de se redire que tout le reste, même les très belles choses, je veux dire, avoir de l'impact dans la société, c'est pas négatif, au contraire. Mais même cet impact-là, de se redire que c'est superflu, quoi. Et que ce qui compte, c'est d'essayer et pas de réussir. Et que la seule valeur à protéger, c'est les liens qui nous unissent les uns aux autres. De toute façon, c'est la seule chose qui restera. Tout le reste, ça ne fait que passer. Ok, trop bien. Et du coup, la relation vraiment, de couple, comment tu vois ça ? Est-ce que c'est vraiment du partage d'individus ou c'est une création aussi de quelque chose ? Ouais, c'est un peu les deux. Ouais. C'est à la fois 1 + 1, c'est 2, c'est 3. Parce qu'il y a une troisième entité qui est la transcendance des deux. C'est un peu tout ça, ouais. C'est un compagnonnage hyper fort, bien sûr. C'est très contre nature, le couple. Vraiment. C'est-à-dire ? C'est très... déjà, la nature, c'est plutôt de sauter sur tout ce qui bouge. Okay. De se reproduire. L'aventure du don de soi et du choix de l'autre, c'est vraiment contre nature. Et ça... je pense qu'il y a vraiment une... J'avais vu une fois un édito dans le New York Times qui m'avait vachement marqué sur pourquoi est-ce qu'on va forcément épouser la mauvaise personne. Et en fait, il nous prend à contre-pied parce qu'il voulait dire qu'il n'y a pas de bonne personne, donc forcément la personne sera mauvaise. Dans le sens où on a eu un peu des visions extrêmes de l'amour, quoi. On est passé d'un couple socialement obligatoire par intérêt, convenance, et donc dans lequel l'infidélité était une norme, établie pour être capable de soutenir des couples auxquels on ne croyait pas ou plus,
à un amour complètement émotionnel, exacerbé, où la moindre obstacle, le moindre manque de complicité et de fluidité veut dire que le couple doit s'arrêter. Et ça, c'est quand même dramatique parce que c'est faux déjà, et c'est une vision excessive, quoi. Donc, surtout, c'est complètement nié que les émotions sont pas du tout choisies. Les émotions, elles sont complètement déterminées par des algorithmes invisibles dans notre cerveau qui font des calculs mathématiques pour mesurer le niveau de risque à être avec quelqu'un plutôt qu'avec quelqu'un d'autre. Donc on tombe amoureux à cause d'un ordinateur qui s'appelle le cerveau. Mais sincèrement. Par contre, le fait de rester avec quelqu'un, de construire, de dépasser les étapes, de traverser l'orage, de se mettre dans le même bateau, d'être co-responsable de certaines choses, ça c'est un choix profond. Ouais. Et c'est un choix qui est complètement contre nature et qui est profondément spirituel et qui, je pense, apporte énormément quand on choisit de le faire, mais qui fait très peur. Et croire que le sentiment amoureux serait le thermomètre de la relation, c'est une grave erreur. Je pense qu'on peut ne plus du tout être amoureux de quelqu'un qu'on aime. Ouais. Et ça, c'est le plus important, c'est choisir d'aimer, parce que là, pour le coup, la conscience fait un choix profond. Elle décide en conscience d'aimer quelqu'un ou quelqu'une. Est-ce que du coup... Et on peut aussi tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'aime plus. Ouais. Enfin, qu'on n'aime pas plus, qu'on n'aime pas. Et ça, c'est très compliqué parce qu'il y a cette confusion totale, alors qu'en fait, dans les deux cas, que ce soit un déterminisme social ou cérébral, l'amour convenable ou l'amour romantique ont été deux, je pense, mensonges de l'amour. Ok. Est-ce que, à partir du moment où tu t'engages avec quelqu'un, finalement, c'est déjà un choix que tu fais avec cette personne. Je me rapproche du mariage, par exemple. Est-ce que le mariage, c'est une étape ou finalement, est-ce que à partir du moment, de toute façon, où tu te mets avec une personne, c'est qu'il y a un engagement je pense que le mariage, c'est un choix très très personnel. Je pense que là, on parlait un peu pour moi d'une vision philosophique, un peu comme un absolu. Pour moi, il n'y a pas d'absolu dans le mariage. Le mariage, c'est un choix personnel par rapport à une histoire. Moi, je suis croyant, donc le mariage a vachement de sens pour moi. Mais c'est vraiment très individuel. C'est-à-dire que le fait de s'engager avec quelqu'un, déjà, pour moi, c'est cette union dont on parle là. Ouais. Habiter ensemble, avoir des enfants, cheminer, enfin bref. Tout ça, pour moi, tu as des enfants ou pas encore ? Non, j'ai pas d'enfants. J'ai pas d'enfants. C'est ça qui fait l'engagement. Le mariage peut être un symptôme, un signe, un symbole, un témoignage de ce lien-là. Mais il n'en a pas le monopole. Okay. Il en a un rôle très particulier pour moi en tant que croyant, qui est de s'associer à Dieu là-dedans. Mais ma compagne n'est pas croyante, donc c'est pas l'alpha et l'oméga non plus. Enfin, pour moi, c'est une démarche qui a énormément de sens, mais j'en ferai pas un absolu. C'est lié à mon histoire et à mes convictions. Ouais. Alors que ce que je disais avant, c'est quand même lié à mes convictions, mais j'en fais un absolu, c'est-à-dire je le propose comme absolu. Après, on peut en débattre avec des auditeurs ou auditrices, mais ce que je disais avant sur l'amour qui a été un mensonge, ça, je pense que c'est plus anthropologique. Okay. Le mariage, je crois pas que ce soit anthropologique, c'est théologique. J'adhère à cette théologie en tant que croyant, mais c'est pas universel, quoi. Ok. Et pourquoi choisir une religion finalement aussi ? Plutôt qu'une autre ? Oui. Moi, je sais pas si j'ai choisi une religion à titre personnel. J'ai choisi une conviction d'abord. Moi, j'ai une conviction qui est de faire confiance à la personne, à l'histoire et aux paroles et au récit de Jésus. Ça, c'est central pour moi. Donc, je crois en lui. Je crois pas en l'Église. Je crois pas dans le christianisme. Je fais partie de cette aventure chrétienne des gens qui croient en Jésus. C'est une aventure qui a des formes extrêmement variées, qui a touché la littérature, la peinture, et bien sûr aussi la religion dans son sens le plus étroit. Mais c'est cette conviction que j'adhère, c'est pas à une religion, même si on voit bien qu'elle en est un véhicule. Ouais, je dirais ça comme ça. Après, pourquoi les uns et les autres choisissent des convictions et des religions ? Les motivations sont clairement très variables, hein, ça c'est clair. Un héritage familial, une recherche de sens, une quête de spiritualité. Il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais. Voilà. Pourquoi choisir une religion ? On y allait et je voulais savoir ton quotidien en tant qu'entrepreneur social et engagé. Donc aujourd'hui, je te vois à fond, tu as plein de notifs, tu es beaucoup sollicité et du coup, je voulais voir qu'est-ce que c'est ton quotidien ? Est-ce qu'il y a beaucoup de rencontres comme tu l'espères et est-ce que ça répond à tes attentes personnelles ?
C'est une bonne question. Est-ce que ça répond à mes attentes? En ce moment, non. Clairement pas. C'est pas du tout le quotidien que j'avais envie d'avoir. Il y a une raison Mais c'est en ce particulière? moment, oui, j'ai un très gros projet qui va sortir bientôt. Oh. Mais je peux pas en parler plus pour l'instant. Non, il y a des périodes où le quotidien me paraît être exactement ce que je voulais faire et d'autres où je me dis mais pas du tout. Donc D'accord. ce qu'il faut c'est trouver le juste équilibre, qui est la bonne alternance entre les deux. Faut pas que la balance penche trop de l'un ou trop de l'autre. Enfin, si elle penche trop du côté de l'idéal, c'est bon. En tout cas, faut pas qu'elle nous tire trop vers le service, parce que quand on rend service de manière provisoire pour la cause, la limite avec le sacrifice, elle est un peu ténue. Et le sacrifice, c'est jamais bon, même si je suis déjà passé par là. Donc c'est jamais bon, je pense qu'il faut quand même s'en protéger. Ouais. Voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Sur mon quotidien, moi je passe la moitié de mon temps et un peu plus sur l'entreprise sociale Convivencia, donc avec nos clients, à essayer de les aider à gérer la diversité en leur sein, à être plus efficaces, à lutter contre les discriminations, à prévenir les discriminations. Ouais. Ça c'est mon activité numéro 1. C'est de la rencontre en présentiel ou là actuellement c'est peut-être beaucoup... Normalement c'est un présentiel, avec le Covid on fait surtout du Zoom. Ouais, okay. Mais donc c'est surtout ça. Donc ça c'est mon activité principale et j'ai un client tous les mercredis que j'aime beaucoup qui est la pénitentiaire. Donc je suis en prison tous les mercredis. Je forme à la laïcité tout le monde pénitentiaire, les détenus, les surveillants. Donc ça c'est très intéressant. Et tous les mardis je suis à Sciences Po l'après-midi et ici au siège le matin, puisque je discute avec tous les dirigeantes et dirigeants du mouvement Coexister, donc ça inclut l'association Coexister proprement parler, ouais. Ça inclut l'entreprise Convivencia, ça inclut Interface Tour qui est un tour du monde qu'on fait tous les 2 ans, ça inclut notre conseil strat, etc. Enfin bon, donc ça je fais ça tous les mardis matin et mardis après ma Sciences Po. Voilà, et tout cumulé, il me reste un petit carton où je fais un peu d'engagement dans la société civile avec un projet qu'on a lancé cet été qui s'appelle La Rencontre des Justices. Okay. Qui était un peu la suite de la nouvelle photo du siècle, où on a essayé de fédérer des activistes et entrepreneurs sociaux qui s'associent au service d'un projet de société basé sur les justices sociales et environnementales. Génial. Voilà, est-ce que tu as des vacances? Oui, j'en prends beaucoup même. J'en prends beaucoup comme un prof, je prends facilement 10 à 12 semaines par an. Je dirais que la moitié de ces vacances, j'ai quand même le téléphone allumé, donc c'est des demi-vacances. Mais c'est pour ça que je monte à 12 déjà, parce que je fais des semaines de 70 heures. Okay. Donc les 12 semaines peuvent amortir les semaines très élevées. Ça fait quand même 40 semaines de travail intense. Je me réserve 42 semaines de travail, 40 par an à Paris. Donc ça c'est sûr. Les 12 restantes, il y en a 6 qui sont des fausses vacances parce que le téléphone sonne. Et il y en a 6 qui sont des vraies vacances, on va dire, où là ouais. vraiment j'arrive à... Tu me disais que tu voyageais, donc tu prends... Ça fait longtemps que j'ai pas voyagé. Hein. Okay. J'ai beaucoup voyagé quand j'ai fait le tour du monde en 13-14, quand j'ai habité au Moyen-Orient en 16-17, mais ça fait longtemps que j'ai pas voyagé beaucoup, c'est vrai. Okay. On est déjà en 2021, c'est dingue. Ça passe très vite. Dingue. Bah vraiment, ouais. Comment tu mesures ton impact social notamment? Mon impact social à moi, perso, ouais. C'est est-ce que j'essaye de faire de mon mieux là où je suis? Est-ce que les gens ont besoin de moi? Est-ce qu'ils sont d'accord pour que je sois là? Ça c'est clair. Et est-ce que je fais de mon mieux là-dedans? Okay. C'est penser à 360, c'est la tour de contrôle et je vérifie que je fais de mon mieux sur tous les domaines possibles. L'impact des structures que j'ai cofondées ou accompagnées, faut toujours utiliser des outils de mesure d'impact variés. Ça peut être du quantitatif, du qualitatif... ça peut être du sondage, ça peut être du suivi, ça c'est très variable. Il faut trouver l'indicateur qui va vraiment montrer qu'on amorce une transformation du système. Pour moi, le critère c'est ça, c'est est-ce qu'on fait bascule? Est-ce qu'on transforme la société avec un avant, un après, quoi. Pas simplement être dans l'entretien d'un problème à longue durée, quoi. Ouais. Enfin, de résoudre un problème comme ça, un pourvoyeur de solutions, un distributeur. Bon, il y a vraiment la notion de bascule, quoi, qui est très importante pour moi. Et puis, provisoirement, à mesure que la bascule avance, se dire qu'on met à jour, en fait, progressivement les critères. Parce qu'il y a toujours une marche vers l'avant. Ouais. C'est un peu progressiste de dire ça, parce que ça voudrait dire qu'il y a un progrès. Peut-être qu'il y a un progrès, je sais pas. En tout cas, il y a un mieux, ça c'est sûr, il y a un meilleur. Le mieux, contrairement à l'adage, n'est pas l'ennemi du bien. Wow. Et tu parles de progrès, ça me fait penser à un sujet aussi que j'aimerais aborder, c'est comment allier
business entre guillemets et social. Il y en a qui ne comprennent pas comment on peut faire des projets sociaux ou environnementaux. Ben ça, c'est la grande confusion du capitalisme qui nous a fait croire pendant un siècle et demi ou 2 siècles que les structures qui étaient à but lucratif, c'est-à-dire à but d'intérêt particulier, basées sur la prise de risque individuelle et donc la rémunération de ce risque, qu'on appelle la rémunération du capital, les dividendes, que cet univers-là de l'économie avait le privilège, même le monopole du commerce. Ok. C'est quand même terrible, ça veut dire que dès qu'on commerce, on doit servir dans des intérêts particuliers, c'est fou. Ouais. Et c'est vraiment ça qu'ils ont réussi à nous faire croire, ce qui veut dire que quand on est du non lucratif, quand on est au service de l'intérêt général, qu'on est au service du collectif, on ne peut pas faire de commerce. C'est fou quand même. Ouais. Donc moi je trouve ça complètement faux, je pense qu'il faut utiliser des moyens lucratifs, donc du commerce, au service d'une fin non lucrative, donc d'intérêt général, et mettre l'économie au service de l'intérêt général. Ça, c'est vraiment le centre du système. Et c'est possible avec l'entrepreneuriat social, les mutuelles, les coopératives, les associations employeuses, les ONG, les fondations, etc. Donc ça, il faut vraiment le développer. Et puis, il y a toujours un truc que je trouve un peu puritain sur la façon d'utiliser l'argent. C'est-à-dire que, vous allez facturer à Total, vous allez facturer... Mais attendez, en fait, l'argent, ça ne disparaît pas. À moins d'aller le brûler, et encore, si vous allez le brûler de l'argent, il y a toujours une manière avec les jeux d'écriture de le faire, de le mettre ailleurs. Quand vous constatez qu'une entreprise comme Total, Apple, etc., alors ils n'ont pas créé de l'argent, ça c'est pareil, c'est une croyance que le capitalisme a beaucoup développé, la création de valeur, etc. Ils ont pris de l'argent en échange de ce qu'ils ont donné, donc ils ont échangé, ils ont accumulé grâce à un échange de l'argent qui vient de leurs clients. Ils ont un argent qui est plus important que la trésorerie américaine pour le Apple et puis pour Total, n'en parlons pas. Bon. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette somme d'argent ? 3 hypothèses. 1, on leur prend. 2, on leur laisse. 3, ils la donnent à d'autres. Moi, je choisis clairement l'hypothèse 1. On la donne à d'autres, on ne sait pas à qui ils vont la donner. Ça se trouve, ils vont la donner à des choses qui sont sales ou irresponsables, aggraver le problème. 2, on leur laisse, c'est de l'argent qui stagne, qui ne sert à rien, qui auto-nourrit un projet destructeur. 1, on leur prend. Alors, comment on prend de l'argent à Total ou à Apple ? Bien sûr, il y a la fiscalité qui a un rôle important, mais ça ne suffit pas. Donc, aller faire une prestation et une facture chez Total, c'est la seule manière de prendre leur argent. Ouais. Et de le mettre ensuite dans le circuit. Donc ça, c'est un truc que j'ai jamais compris sur cette histoire de on prend pas, etc. Ou même travailler avec des entreprises qui polluent énormément, etc. Ce qu'il faut pour moi, c'est surtout pas qu'il y ait de contrepartie. C'est-à-dire que ce à quoi il faut être très vigilant, c'est être sûr que ce qu'on fait pour elles et eux n'est pas utilisé par elles et eux pour nous utiliser pour valoriser leur marque ou leur image, etc. Mais si c'est clairement utilisé pour les transformer, les faire aller de l'avant et surtout que nous, on capte cette valeur pour la garder dans un univers positif, quoi, dans ce cas, c'est bon. Ouais, c'est validé. Ouais, c'est cachère. Trop bien. Et comment... on a parlé tout à l'heure de l'amitié et de l'amour, mais au sein de coexister ou de convivencia en espagnol, convivencia en français. Tu travailles avec des amis ou même avec des partenaires. Comment ça se passe ? Comment tu travailles ? Et même, je vais allonger le sujet parce que j'ai échangé avec Safa, ta secrétaire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une secrétaire et pourquoi as-tu besoin d'une secrétaire ? C'est une bonne question. Alors Safa, surtout si tu nous écoutes, n'est pas vraiment ma secrétaire. Safa, c'est plutôt une collaboratrice avec qui on partage tout, y compris la boîte mail, l'agenda, le taf, etc. Mais on bosse vraiment en binôme sur tout. Alors depuis 2015, on avait choisi collectivement que je puisse travailler en binôme parce que j'ai trop de sollicitations. En fait, j'ai 150 mails par jour sur 3 boîtes différentes. J'envisage vraiment ça comme ça. Ça a toujours été des stages, on s'en cache pas, qui ont été 6 mois, 8 mois, et c'est des binômes hyper enrichissants, je trouve. Pour l'un pour l'autre, en fait. Ouais, exactement. Parce que moi, c'est souvent des personnes qui ont un sens critique, une intelligence qui fait vraiment grandir, et c'est le cas en particulier de Safa, mais c'était le cas avant de Morgane, d'Ariane, de Tancred, que j'ai connu dans ce parcours. De Maël, etc. Et puis c'est
j'imagine que ça a fait grandir aussi d'autres plus jeunes qui ont là seulement 4 ou 5 ans d'écart, hein, voire parfois moins, mais qui du coup ont accès à tout ce que je fais, peuvent découvrir ce travail-là. Donc voilà, c'est plutôt comme ça, c'est une collaboration féconde. Et ta question d'avant, c'était ta relation avec tes partenaires et même tes amis. Ah oui, alors beaucoup de mes associés ou cofondateurs de structures sont devenus des amis. Ouais, donc ça peut créer une difficulté sur distinguer les cas. Il me cadres. semble que tu as un ami où tu lui as dit je veux être ton ami. Je me souviens plus lequel exactement. Et parce oui. Tu en parlais d'un supplément d'âme. C'est mon meilleur ami, actuellement, Jocelyn. Exactement. Et c'est vrai. Ah, ça, c'est une longue histoire. J'ai eu du mal à comprendre à un moment donné la différence entre la camaraderie militante et l'amitié. C'est vrai que la camaraderie militante est quand même centrée sur un objectif commun, et qui est aussi une forme d'intérêt mutuel ou d'intérêt partagé, on va dire. Intérêt réciproque, un peu tout ça mélangé. L'amitié, elle ne sert à rien. Elle n'a même pas cette dimension-là d'intérêt partagé. Alors, d'une camaraderie peut naître une amitié, d'une amitié peut naître une camaraderie, mais c'est deux espaces. C'est l'espace de compagnonnage d'un côté pour la camaraderie militante, et c'est l'espace de l'intérêt gratuit pour l'autre, en fait. L'intérêt devient l'autre dans l'amitié. Alors que dans la camaraderie, l'intérêt, c'est un projet commun. Ok. Ouais, complètement. Trop cool. Et il y a Safa qui m'écrit et qui dit « Hi patron, du coup tu avais besoin de quelque chose? Ça a été réglé ?» Donc tu vois, mais elle dit ça en rigolant. Je veux dire son message en entier. Donc tu vois, c'est... Déjà patron, j'imagine qu'elle t'avait pas souvent comme ça. Si, mais pour rigoler. Parce que ça fait penser au film de Ruffin. Non, puis surtout quand on dit hi comme ça... Non, puis en plus, souvent, je m'apprête à prendre une décision, elle me dit, mais non, mais faut pas prendre ça. Non, mais puis de toute façon, je sais que quand ce sera fini, on va devenir potes. La plupart des personnes avec qui j'étais en binôme, quand ça s'est arrêté, on est devenus potes. Pourquoi tu as créé ton organisme? Dans le sens où il y a déjà des assos qui existent, notamment je pense au scoutisme, que tu as pratiqué étant jeune. Et est-ce que... Tu parles de coexister, là? Ouais. Pourquoi tu t'es pas engagé, pourquoi tu n'as pas créé un métier, tu as eu un métier et tu t'es engagé à côté. Qu'est-ce qui t'a donné envie de donner corps et âme à un projet de ce type? Mais tu me disais tout à l'heure que ça n'existait pas vraiment de toute façon. Ça n'existe pas vraiment. Déjà, dans le monde, il n'y a pas beaucoup de scoutisme interconvictionnel. Il y en a un peu, mais c'est rare. Okay. En France, en tout cas, ça n'existe vraiment pas. Dans le sens où tous les scoutismes sont soit mono-religieux, soit si vraiment ils accueillent des scouts de plusieurs religions, comme le font les Scouts et Guides de France, il y a une appartenance confessionnelle, parce que les Scouts et Guides de France sont une association catholique ouverte à tous, mais catholique. Donc ça, c'est la grosse différence avec nous qui ne sommes rien. Ouais. On est interconvictionnel, quoi. Et puis surtout, on est un mouvement d'adultes, jeunes adultes, mais on est 15-35, avec une moyenne d'âge à 24, et notre public cible, c'est quand même les 18-25, dans les 15-35. Donc c'est un mouvement de jeunes étudiants, c'est autre chose. Et ça, c'est quand même notre singularité à coexister, d'être dans ce spectre-là. Ouais. Les scouts, c'est plutôt un mouvement d'enfants, de jeunes. C'est 7-21, très majoritairement. Alors après, tout le monde y a sa place chez les adultes, mais c'est un mouvement centré quand même sur les enfants. Et tu penses que ça t'a apporté des choses Le scoutisme ? Ça a changé ma vie. La moitié de ce que je suis, c'est d'être un scout. Ok. Je suis un scout... Scout un jour. Oui, bien sûr. J'ai pas mon quart sur moi comme toi, parce que vous voyez pas, là, chères auditrices et auditeurs, mais Marc nous a ramené un quart avec un mousqueton qui a été vissé. Tu l'as vissé toi-même ? Mais non, c'est un autre invité, Hugues Pelletier. Il y a Petrel écrit de l'autre côté, c'est sa start-up. Et je l'ai rencontré à Station F d'ailleurs. Et il a fabriqué ce truc ? Il a fabriqué, je pense qu'il le commande sur internet, il le personnalise, mais parce que même sur la boutique Scout, il y en a d'une autre couleur. Circulaire. C'est pas mal ça. Ouais, petit. En plus, il s'accroche partout. Bah oui, c'est pratique. Faut le laver quoi. Oui, ouais, mais moi je mets que de l'eau à l'intérieur donc ça va. Ouais, mais quand tu le transportes accroché à ton sac, il y a de la poussière qui rentre dedans, non ? Non, ça va. Transport et tout ? Non, ça va. Ok. Ça passe. Et tout à l'heure, tu parlais de tes vacances et que tu étais beaucoup sollicité, notamment sur ton téléphone. Quelle est ton utilisation de la tech, du coup ? La tech ? Ouais. Les réseaux sociaux pour essayer de montrer un message, de défendre une vision du monde, ça c'est clair. Les messageries pour essayer de répondre aux sollicitations, créer du lien, contacter les personnes avec qui on a envie de travailler. J'essaye de mettre des limites. J'ai 2 téléphones, ce qui me permet de couper le week-end et le soir. Ok. Donc un téléphone vraiment
perso et un autre... Ouais, exactement. Ok, Exactement. trop bien. Donc c'est ça l'utilisation. Ouais, c'est ça, j'en fous. Ouais. Très fonctionnel. Je suis pas un techos. Parfois, il y a des gens qui pensent que les réseaux sociaux, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie. Pas du tout. Je gère ça un peu par-dessus la manche. Ça m'a passionné pendant le premier confinement de faire des stories tous les jours sur le Covid et sur ce qui s'était passé ce jour-là, donc sur les dates. J'ai adoré faire ça. J'ai rencontré pas mal de gens sur Instagram comme ça. C'était hyper intéressant. Mais voilà. Ouais, trop bien. On arrive aux questions de fin. Je voulais savoir si tu avais un sujet à aborder que tu aimerais partager aux personnes. Tu as un futur projet qui arrive, mais est-ce qu'il y avait un sujet vraiment... Bah, oui, Ouais. quand même. Politisez-vous. Politisez-vous, les amis. L'échappée verte, l'écologie et le social en 2022, c'est important. J'ai envie de dire, ouais, vraiment. Faites de la politique. Votez déjà, bien sûr. Mais au-delà de voter, engagez-vous avec conviction pour une équipe en 2022. On a besoin d'une démocratie vivante. En 2022 ou 2021 2021 en régional, mais en 2022 pour la présidentielle. Ok. Je pense que c'est hyper important d'être clair là-dessus. Il faut qu'on s'engage dans la société civile à fond. Et donc... ouais, prenez votre place et essayons de sortir aussi de ce combat binaire entre un libéralisme destructeur et un nationalisme identitaire. On a besoin d'une troisième voie, il faut l'inventer. C'est pas les partis politiques qui vont nous aider à ça, donc il faut venir y mettre un peu notre grain de sel. Voilà. Trop cool. Et dernière question, comment on peut rediriger les gens pour retrouver tes projets ou même toi te contacter ? Les projets sur toutes les plateformes, hein, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, j'y suis pour les 4, à la fois pour les projets, Coexister, Convivenciel, Interface Tour, mais aussi à titre individuel. Okay. Donc voilà, j'y suis sur tout et je suis assez réactif. Mais là, je vais être un peu occupé jusqu'au mois de décembre. Ouais. L'épisode sort lundi. Là. Parfait. Donc dans quelques jours. Très bien. Et lundi, début février, là, lundi 15 février, c'est très bien. Donc je commencerai un nouveau job ce jour-là, mais je peux en parler encore. et jusqu'à fin décembre. Ouais. Ok, trop cool. Mais merci pour ton plaisir, échange. Merci Marc d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir. Et puis prends soin de toi et merci. À plus tard. À bientôt. Bonne continuation. Toi aussi. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié l'épisode et le podcast, l'échange de manière générale, je vous invite à ajouter un commentaire et une note sur Apple Podcast ou iTunes. En fait, cette action valorise mon travail parce que ça permet, algorithmiquement parlant, d'être plus visible. Voilà, clairement. Vous pouvez aussi vous abonner à Échappée Verte sur votre plateforme favorite, donc celle sur laquelle vous l'écoutez, a priori. Et ce que je préférerais, au-delà de tout ça, c'est que mon podcast vous serve et vous en parliez à votre entourage, vos amis, vos proches, votre famille. Voilà, donc pour finir, si vous voulez aller plus loin sur Marc Alby de manière plus personnelle, je partage mes avancées, réflexions et apprentissages à travers des emails chaque lundi. Donc si vous souhaitez suivre mon aventure, il y a un lien dans la description de l'épisode, donc je vous laisse le regarder. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt.